Une femme est sauvagement assassinée. Sur le mur, il y avait écrit ROC, Rock. Une piste mène la police à un réseau d'escort girls et à une fusillade entre rivaux. C'est le genre de choses qu'on voit dans les films, mais pas dans la vraie vie. Mais une preuve quasi indétectable va permettre aux enquêteurs d'arrêter le vrai coupable. Un vol dans un restaurant tourne mal. Il n'y avait aucune raison que cela arrive à Steven. C'était d'une grande violence. Les enquêteurs ne disposent que de sang et d'une empreinte partielle, Quelqu'un d'autre avait perdu du sang sur les lieux. jusqu'à ce que l'argent volé fournisse un indice déterminant. Je ne m'attendais pas à ce que ça donne quelque chose. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Il n'existe naturellement aucune graduation en matière de crime. Quel que soit le mobile des assassins, voler la vie d'autrui est un acte inqualifiable. Néanmoins, notre sensibilité est davantage mise à l'épreuve lorsque des jeunes gens ou des personnes malades sont les cibles de violences aveugles. Les chargés de clientèle des compagnies aériennes traitent des centaines de réclamations par jour. C'est un travail qui plaît à Karen Panel. Mais lorsqu'elle apprend qu'elle a une sclérose en plaques, elle se demande combien de temps elle pourra continuer à travailler. À mon avis, elle avait peur. Elle avait peur de ne plus pouvoir profiter de la vie comme avant. Un samedi matin, son petit ami Tim Perminter cherche à la joindre en vain. Il commence à s'inquiéter. Il était préoccupé. Elle venait de déclarer sa sclérose en plaques. Elle était souvent exténuée. Et c'était peut-être pour ça qu'elle ne répondait pas au téléphone. Tom se rend donc chez elle à Tampa, en Floride, pour voir si tout va bien. La porte était entr'ouverte. Ça l'a encore plus inquiété. Il a fait quelques pas dans l'entrée et c'est là qu'il l'a vue allongée par terre. Lorsque les secours arrivent, Karen est déjà morte. Dans l'appartement, les enquêteurs trouvent un carton de pizza sur le comptoir de la cuisine. Le reçu indique qu'elle a été livrée la veille à 20h48. Ils remarquent également que Karen a du sang sur les doigts de la main droite et qu'il y a aussi du sang sur le mur. Sur le mur, il était écrit 3 lettres. R-O-C. Les enquêteurs apprennent que Rock est le prénom de l'ex-petit ami de Karen, Rock Herpich. Ça fait 20 ans que je suis journaliste et c'est la première fois que je vois une victime dénoncer son agresseur à la police en écrivant son nom avec son propre sang. C'est le genre de choses qu'on voit dans les films, mais pas dans la vraie vie. Ce début d'affaire nous en rappelle naturellement une autre, celle d'Omar Haddad, accusé d'avoir assassiné Ghislaine Marshall, sa riche patronne, dans la chaufferie de sa villa. Une inscription, tracée avec du sang, « Omar m'a tué », l'avait fait condamner à 18 ans de prison. Mais Haddad n'avait cessé de clamer son innocence et avait fait une grève de la faim. Et après 7 ans de détention, son avocat avait réussi à obtenir sa libération. 11 ans après le drame, des experts avaient retrouvé 2 traces d'ADN masculin sur la scène de crime. Il n'appartenait pas à Haddad et confirmait la présence d'autres hommes dans la chaufferie au moment du meurtre. Pour autant, la Cour de révision n'avait pas souhaité accorder au jardinier un second procès, en dépit de sa présomption d'innocence. Mais retournons sans plus tarder à notre affaire. Karen Panel et Rock Herpich s'étaient séparés 1 an plus tôt et la rupture avait été plutôt difficile. La famille de Karen révèle à la police que Rock prenait de la drogue et que c'est pour ça que les 2 jeunes gens ont fini par se séparer. Ils s'étaient disputés plusieurs fois et les hommes du shérif s'étaient déplacés pour intervenir. Leur relation était très mouvementée. Les enquêteurs interrogent Rock Herpich le lendemain de la découverte du corps. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Une amie à vous a des problèmes ». J'ai demandé qui et ils m'ont répondu « Karen Panel ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'elle a encore fait ?» et ils m'ont répondu « Elle n'a rien fait, elle est morte ».
Erpic nie toute implication dans le meurtre de Karen. Il était étonné de nous voir. Il nous a dit que ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas vu Karen. Ils m'ont dit, on a trouvé votre nom écrit sur le mur de la cuisine avec le sang de Karen. C'était pas une question, c'était une constatation. Ils ne m'ont pas posé de questions. J'étais pas censé répondre, donc je n'ai rien dit. Erpic ne supporte pas les questions des enquêteurs. Et après, ils ont commencé. Où étiez-vous le 11 octobre, etc. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je leur ai répondu que je ne savais pas où j'étais ce jour-là, qu'il fallait que j'aille voir sur le calendrier. Il n'y a pas eu effraction, et le prénom de Rock est écrit avec du sang sur le mur, juste à côté du corps. Pour les enquêteurs, il est donc le suspect idéal. Rien n'avait été volé dans l'appartement. Donc, quel était le mobile? Ils ont tout naturellement supposé que l'assassin haïssait Karen. Il y avait mes empreintes partout. J'ai vécu pendant 1 an là-bas avec Karen, alors forcément, j'avais été dans toutes les pièces. C'était normal qu'il y ait mes empreintes. Il connaissait Karen, il connaissait ses habitudes, et il connaissait très bien l'appartement, et il savait très bien comment y entrer. Et puis Karen n'aurait pas été surprise de le voir. Tout ça mis bout à bout, on se dit, celui-là, il mérite qu'on se penche sur son cas. Les enquêteurs espèrent que l'autopsie de Karen Pannell leur en dira plus sur son assassin. Le médecin légiste constate qu'elle a reçu 17 coups de couteau. Un acharnement qui révèle que Karen avait forcément un lien personnel avec son agresseur. Quand on poignarde quelqu'un, on s'en prend à la personne elle-même. Quand une victime se fait poignarder, son agresseur est souvent un proche, surtout quand elle reçoit autant de coups de couteau. Les médecins légistes trouvent de la peau sous les ongles de Karen. Mais les analyses ADN ne sont pas concluantes. Je ne vois pas ce qui peut arriver de pire. Karen était une petite fille incroyable. Elle s'intéressait à un tas de choses. Elle était vive d'esprit et très intelligente. Elle était tellement pleine de vie qu'on ne pouvait que l'adorer. Lors de l'autopsie de Karen, le médecin légiste remarque quelque chose d'anormal. Il manque 3 parts à la pizza que Karen s'est fait livrer le soir du meurtre. Mais d'après lui, ce n'est pas elle qui les a mangées. Il n'y avait pas de pizza dans son estomac. Le livreur déclare avoir apporté la pizza à Karen peu avant 21 h. Soit le tueur était déjà dans l'appartement, soit il est arrivé juste après. Le petit ami de Karen, Tim Perminter, a un alibi. Au moment du meurtre, il était avec un ami dans un chalet près de Moon Lake, à plus de 40 km. Pour les enquêteurs, le suspect numéro 1 reste Rock Erpic. Après tout, son nom était écrit en lettres de sang, juste à côté du corps. Je ne disais rien, mais c'était perturbant. C'est très perturbant comme situation. Mais les résultats de l'autopsie laissent à penser que ce n'est peut-être pas Karen qui a écrit ces lettres sur le mur. Elle était en effet gravement blessée au niveau de la colonne vertébrale. Un des coups de couteau avait partiellement sectionné la moelle épinière au niveau de la 8e vertèbre thoracique. Ce qui signifie que Karen était partiellement paralysée. De plus, les blessures observées au niveau des muscles pectoraux et à l'aorte confirment qu'elle n'aurait pas pu écrire quoi que ce soit sur le mur. Sa tension devenait trop basse et elle avait certainement perdu trop de sang pour pouvoir tremper plusieurs fois son doigt dedans, comme on trempe une plume dans de l'encre. Elle ne saignait pas du doigt. Donc il fallait qu'elle trempe son doigt pour pouvoir écrire, ce qui signifie qu'elle était déjà morte quand ces lettres ont été écrites sur le mur. L'analyse des traces de sang permet d'établir que celui qui a écrit sur le mur l'a fait bien après la mort de Karen. Certaines parties des lettres étaient écrites par-dessus les projections de sang, mais ces projections étaient intactes.
ce qui signifie que le sang qui a été projeté sur le mur était déjà sec lorsque ces lettres ont été écrites. Les résultats de l'autopsie et l'analyse de l'inscription tracée sur le mur avec du sang modifient complètement le cours de l'enquête. Car le médecin légiste est formel. Se vidant de son sang et étant partiellement paralysé par un coup porté au niveau de la moelle épinière, Karen Pannell était dans l'incapacité d'écrire quoi que ce soit sur le mur du salon. Plus troublant encore, la jeune femme avait déjà succombé à ses blessures lorsque l'inscription avait été écrite. Ces arguments médicaux laissent donc penser que le meurtrier a écrit le mot « rock » dans le but de compromettre l'ex-petite amie de la défunte. Et les parents de Karen apportent un troisième élément d'invraisemblance qui conforte les précédents. Ils signalent aux enquêteurs que le sang se trouvait sur la main droite de leur fille. En parlant avec la famille de Karen, on a appris qu'elle était gauchère. Or, il n'y avait pas de sang du tout sur sa main gauche. Elle n'aurait jamais écrit sur le mur de la main droite. C'est ce qui a mis la puce à l'oreille aux enquêteurs. Ils ont compris tout de suite que c'était un subterfuge. Si ce n'est pas Karen qui a écrit sur le mur, alors qui l'a fait? Il s'agit forcément de quelqu'un qui connaît le nom de son ex-petite amie, et cette personne a voulu lui faire porter le chapeau. Le type a écrit sur un mur pour faire croire que quelqu'un d'autre l'avait tué. Ça veut dire qu'il n'en était pas à son coup d'essai. C'était pas la première fois qu'il faisait ça. Et ça, la police l'avait bien compris. Les inspecteurs le savaient. L'ex-mari de Karen, Jeff Payne, est lui aussi un suspect potentiel. Depuis qu'elle avait appris qu'elle était atteinte de la sclérose en plaques, elle lui réclamait une pension alimentaire plus conséquente. Karen craignait que son assurance maladie ne couvre pas tous ses frais de santé. Mais Payne a un alibi. Il était à 500 km de là, à Miami, au moment des faits. La police découvre que Karen voyait d'autres hommes à cette époque. Karen sortait avec un pilote de ligne. On a découvert son existence grâce à un SMS sur son portable. Salut ma bombe sexuelle, ça va? Tu me manques. Je viens de rentrer de Rio. On se voit toujours la semaine prochaine? Le pilote possède lui aussi un alibi. Il était à l'étranger lorsque Karen a été tuée. Il est donc rayé de la liste des suspects. Mais Karen avait aussi une aventure avec un homme au passé plutôt trouble, ce qu'elle n'a su que quelques jours avant sa mort. Les enquêteurs découvrent en effet que Tim Perminter, l'homme qui a découvert le corps de Karen, a déjà eu des démêlés avec la justice. Karen et lui ne sortaient ensemble que depuis quelques mois. Tim travaille chez un concessionnaire et c'est en achetant une nouvelle voiture que Karen avait fait sa connaissance. Il était très intelligent. Il était incollable sur l'actualité, en histoire. Ça nous arrivait de jouer ensemble à des jeux de culture générale. Et ça m'embête de l'avouer, mais il m'a battu plusieurs fois. Mais quelques jours avant sa mort, Karen a confié à ses amis qu'elle venait d'apprendre quelque chose de plutôt dérangeant au sujet de Perminter. Il regardait une émission à la télé qui parlait des gens et de leurs petits secrets, de ceux qui avaient un cadavre dans leur placard, si vous voulez. Et à un moment, Karen aurait dit à Tim, « Mais comment les gens peuvent garder des secrets pareils ?» Tim se tourne alors vers elle et lui révèle que lui aussi a un petit secret. Il allume son ordinateur et ouvre le site du bureau de l'administration pénitentiaire de Floride. Là, Karen apprend qu'il est sorti de prison il y a à peine un an et qu'il est encore en période de probation. Tim lui a dit « Je suis un criminel ». Il avait 16 inculpations à son actif, dont une pour tentative de meurtre. Il avait été impliqué dans une fusillade. C'était vraiment un sale type.
Perminter révèle à Karen que ses premiers démêlés avec la justice remontent à la fac. À l'époque, il avait été notamment arrêté pour proxénétisme. Soi-disant, il gérait une agence d'escort girl à Gainesville, là où se trouve l'université de Floride. Mais de toute évidence, cette agence n'était qu'une façade. En fait, c'était de la prostitution. Et lorsqu'une agence rivale commence à marcher sur ses plates-bandes, la réaction de Tim ne se fait pas attendre. Lui et un de ses compères se sont rendus armés à Tallahassee. Ils ont commandé une des filles de l'agence rivale et quand elle est arrivée, ils l'ont menacée avec leur revolver. Et ils l'ont forcée à les conduire chez son patron. Une fusillade s'ensuit. Perminter ouvre le feu et blesse son rival. Il sera lui-même touché à 2 reprises. Il ne sortira de l'hôpital que pour aller en prison, où il restera pendant 12 ans. On ne plaisante pas avec ce genre de type, mais bien sûr, Karen ne savait rien de tout ça quand elle a commencé à sortir avec lui. Lorsque Karen Pannell découvre la vérité sur son amant, le sol se dérobe sous ses pieds. Celui qu'elle croit aimer, avec lequel elle envisage peut-être de refaire sa vie, est un prédateur redoutable. Il a été inculpé à 16 reprises pour des délits divers, dont une tentative d'assassinat. Il est à la tête d'un réseau de prostitution et a eu maille à partir avec des proxénètes rivaux. Et comme si ces arguments ne suffisaient pas à la faire fuir, Tim Perminter a séjourné 12 ans dans un pénitencier. Alors, sans hésiter davantage, la jeune femme rompt brutalement sa liaison et rencontre d'autres hommes plus fréquentables. Tim était très jaloux. Il a commencé à rôder autour de chez elle, il fouillait ses poubelles, il fouinait partout. Il voulait savoir ce qu'elle faisait. D'après les amis de Karen, Tim aurait trouvé un préservatif usagé dans la poubelle de la jeune femme, ce qui l'aurait rendu fou de rage. Ce n'était pas la première fois que Karen avait des problèmes avec Tim, parce qu'elle avait des relations avec d'autres hommes. Je me souviens, un soir, on discutait tous les deux, et Karen m'a dit que M. Perminter avait essayé de l'étrangler. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle porte plainte au plus vite et qu'elle lance une procédure contre lui. Mais Perminter nie toute implication dans le meurtre de Karen. Et il a un alibi. Il prétend qu'au moment des faits, il était dans un chalet à Moon Lake, à 40 km de là. Mais les relevés de son téléphone portable révèlent qu'il a appelé son ami à 21h32, ce qui prouve qu'ils n'étaient pas ensemble à cette heure-là. De plus, il ne l'a pas appelé de n'importe où. L'appel provenait d'une antenne relais située près de chez Karen, ce qui veut dire qu'il mentait. C'est pas possible, j'y étais pas. L'antenne relais est juste à côté de votre appartement, donc vous ne pouviez pas être parti, vous étiez encore là à cette heure. C'est impossible. Elle était déjà morte, on l'avait déjà tuée à 21h30. J'en sais rien. La police s'intéresse alors de plus près à la pizza que Karen s'est fait livrer à 20h48. Il en manquait 3 parts, alors que Karen n'avait pas de pizza dans l'estomac. La police vaporise de la ninhydrine sur le carton. Ce composé aromatique permet en effet de révéler les empreintes digitales grâce à la réaction sur les acides aminés contenus dans la sueur. Les acides aminés deviennent violets. Ça fait apparaître des empreintes violettes, rougeâtres sur le papier, le carton ou toute autre surface poreuse. Mais ce carton de pizza est passé dans de nombreuses mains, ce qui ne facilite pas les choses. C'est compliqué de retrouver la trace et de localiser tous ceux qui ont eu accès au carton de la pizza avant qu'elle ne soit livrée. Il y a le livreur, sans compter tout le personnel de la pizzeria. Ces empreintes sont comparées à celles des personnes impliquées dans l'affaire. Karen, Tim Perminter et Rock Herpick, l'ex-petit ami de Karen. Les empreintes de Rock ne sont pas sur le carton, mais celles de Perminter, oui. On est allé voir Rock et on lui a parlé. Il était avec plein d'autres personnes au moment des faits. Il y avait même sa famille. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Pourquoi tu dis que t'étais pas là-bas, alors que tu y étais? Je sais pas.
Ça ne collait pas avec sa version des faits. S'il y avait ces empreintes sur le carton, ça voulait dire qu'il l'avait touché après la livraison de la pizza. Sauf qu'il nous avait dit « Je suis livreur de pizza et c'est moi qui l'ai livré ». Mais ce n'est pas suffisant pour inculper Perminter. Manger une pizza ne fait pas de lui un meurtrier. Au bout de 3 mois de relation, Karen décide de rompre avec Tim Perminter, après avoir appris qu'il a fait 12 ans de prison pour enlèvement et tentative de meurtre. Elle commence alors à fréquenter d'autres hommes, et Perminter finit par l'apprendre. Pour le procureur, c'est un mobile suffisant pour tuer Karen. Il se dit, moi, on ne me quitte pas. Personne ne me traite comme ça. Les premières analyses de la peau retrouvées sous les ongles de Karen n'ont rien donné. Les experts médico-légaux décident alors d'utiliser une technique plus sophistiquée en espérant que les résultats seront plus concluants. Cette analyse très particulière va leur permettre de ne détecter que le marqueur Y présent dans l'ADN masculin, sans tenir compte de l'ADN féminin de Karen. Ce qui peut s'avérer très utile lorsque les traces ADN sont infimes. Et cette fois-ci, les experts finissent par trouver ce qu'ils cherchent. L'ADN sous ses ongles était celui de Perminter. Le procureur pense que le soir du meurtre, Tim Perminter s'est rendu chez Karen pour essayer de renouer avec elle. Il commande une pizza qui leur a été livrée peu avant 21 h, mais Karen n'en a pas mangé. Au bout d'un moment, la discussion s'envenime. Perminter attrape un couteau dans la cuisine et la poignarde à plusieurs reprises. Karen tente de se défendre et le griffe, ce qui explique pourquoi on a retrouvé son ADN sous ses ongles. Une fois son forfait accompli, il réfléchit à se constituer un alibi tout en mangeant de la pizza, laissant ainsi ses empreintes sur le carton. Il décide alors d'écrire le prénom de l'ex-petite amie de Karen sur le mur avec son sang, en espérant que cela suffira à brouiller les pistes. Mais les éclaboussures de sang ont déjà séché. Le sang frais superposé au sang séché révélera aux enquêteurs que ces lettres ont été écrites bien après la mort de Karen. Sans compter qu'il a mis du sang sur la main droite de Karen alors qu'elle était gauchère. Il appelle ensuite son ami pour se fabriquer un alibi. Mais son appel est transmis par une antenne relais située juste à côté de l'immeuble de Karen. Nous avons examiné ses relevés téléphoniques et nous avons découvert que le premier appel qu'il a passé à 21h32 provenait des environs de l'immeuble de Karen. Son histoire ne tenait plus debout. Le lendemain matin, Tim retourne chez Karen. De là, il appelle les secours et utilise ses talents d'acteur pour donner le change. Si elle avait essayé de s'asseoir, ça aurait été très difficile, voire impossible, vu que la quantité de sang qui s'échappait de son aorte était énorme. Elle serait immédiatement retombée en arrière. Tim Perminter est jugé coupable d'assassinat et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il ne s'est même pas montré reconnaissant envers le juge de ne pas l'avoir condamné à mort. Tim nous a dit qu'il voulait aller sur la chaise électrique. Il ne voulait pas passer le reste de sa vie en prison. Tim Perminter pensait pouvoir berner les enquêteurs. Au lieu de cela, il s'est jeté lui-même dans la gueule du loup, en laissant de nombreuses preuves derrière lui. C'est le genre de type qui pense qu'il est plus fort que tout le monde. Résultat, il en a trop fait. Cette scène de crime était une vraie mine d'or pour la police scientifique. Ceci dit, pour qu'une preuve serve à quelque chose, il faut savoir l'exploiter. On peut dire que la police scientifique m'a sauvé la vie. S'il n'y avait pas eu ce carton de pizza, si on n'avait pas retrouvé d'ADN sous les ongles de Karen, on aurait un innocent derrière les barreaux et un meurtrier en liberté. Le jury
a délibéré 4 heures avant de rendre son verdict. Coupable de meurtre au premier degré, donc avec préméditation. La jeunesse, la beauté, l'intelligence et la terrible maladie dont souffrait la jeune femme ont-elles pesé sur le juge lorsqu'il prononça une sentence de mort? Car même Georges Salomon, l'ami de Permenter, qui lui avait fourni un alibi, témoigna contre lui lors du procès, révélant que ce dernier lui avait avoué avoir poignardé Karen à 17 reprises. Afin d'éviter à leur client la peine capitale, les avocats de la défense ont requis l'expertise d'un psychologue légiste pour évaluer son état mental. Et ce dernier a diagnostiqué un dysfonctionnement émotionnel qui a rendu le meurtrier en partie irresponsable. La sentence a donc été commuée en emprisonnement à vie. Sachez encore que Donna Finch, la mère de Karen, a assisté courageusement au déroulement du procès, partageant son temps entre le prétoire et l'hôpital, où elle suivait une chimiothérapie pour soigner un cancer. Vous connaissez naturellement le dicton populaire « on lui donnerait le bon Dieu sans confession ». Cette expression s'applique aux personnes dont la personnalité et le comportement inspirent confiance. Des gens au-dessus de tout soupçon, des gens incapables de faire le mal. Mais dans certains cas, comme nous allons le voir dans cette affaire, ces personnes apparemment irréprochables peuvent dissimuler dans le tréfonds de leur âme les plus noirs desseins. Jennifer Holmes n'oubliera jamais le Super Bowl de 2001. C'est ce jour-là qu'elle a rencontré son mari. Ils étaient tous les deux invités à la même fête. Il avait de beaux cheveux, une veste en cuir et un sourire à tomber. Il s'est approché et il m'a dit « Salut, je m'appelle Steven ». Je lui ai répondu « Moi, c'est Jen ». Un an plus tard, le couple se marie. Steven, 29 ans, devient comme un père pour le fils de Jen. Et le couple envisage d'avoir des enfants ensemble. Sur le plan professionnel, j'avais remarqué qu'il était le plus heureux des hommes quand il travaillait dans un restaurant. Steven est le directeur adjoint d'un restaurant à Saint-Pétersbourg, en Floride. Il travaille beaucoup, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Il m'a appelé à 22h18. Il m'a dit « Je voulais juste te prévenir que je vais rentrer tard ce soir parce qu'il y a eu une fête de dernière minute. Je viens à peine de fermer, les clients partent à l'instant. » Vers minuit, un dératiseur pénètre dans le restaurant avec sa propre clé. C'est là qu'il a vu des traces de pas ensanglantés et qu'ensuite il a découvert le corps sans vie de M. Holmes. Steven Holmes a été poignardé. Je n'avais jamais vu une scène de crime aussi horrible. C'était vraiment une scène épouvantable. Le tueur s'est visiblement acharné sur sa victime. Steven a été poignardé une 40aine de fois. Quand on parle de meurtre, bien souvent on pense à quelqu'un qui s'est fait tirer dessus ou qui s'est pris un coup de couteau. Mais là, c'était d'une grande violence. Il avait presque été décapité. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver à notre fils. On se dit, quoi? Non, c'est impossible à croire. On n'arrive pas à croire que ça ait pu arriver. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un braquage qui a mal tourné. Il manque à peu près 8 000 $ dans le coffre-fort du directeur. C'est beaucoup plus que la somme habituelle, car ce soir-là, le restaurant vendait des chèques cadeaux de 100 $ pour les fêtes de Noël. C'est un restaurant et on était en plein mois de décembre. C'est une période de l'année assez chargée. On s'est dit que c'était la raison pour laquelle le tueur avait frappé à ce moment-là. Le dératiseur qui a trouvé le corps est le suspect numéro 1, mais il est rapidement mis hors de cause. Il avait un comportement normal et il n'y avait aucune trace de sang ou de lutte sur lui. Il était clair qu'il n'avait absolument rien à voir avec cette affaire. Par chance, le restaurant est équipé de plusieurs caméras de surveillance.
On a vu qu'il y avait une caméra dans l'entrée. Donc on s'est tout de suite dit qu'il y avait de fortes chances pour que l'agression ait été filmée et que ça nous permettrait de savoir à quoi l'agresseur ressemblait, sa stature, ses origines, sa couleur de peau. Mais les enquêteurs déchantent vite. Toutes les caméras sont reliées à un seul magnétoscope et celui-ci a disparu. Il ne restait plus rien. Les fils avaient été coupés et le tueur avait emmené le magnétoscope. Il n'y a aucun signe d'effraction. Un client se serait-il caché dans le restaurant jusqu'à la fermeture pour le cambrioler? Il est tout à fait possible que le suspect soit resté caché dans les toilettes jusqu'à la fermeture. Il pouvait très bien fermer la porte des toilettes et monter sur la cuvette. Si le tueur est un client, il y a donc des dizaines, voire des centaines de suspects potentiels. Les amis, la famille et les collègues de Stephen Holmes ne comprennent pas pourquoi il a été assassiné. Le restaurant n'a jamais été attaqué avant cette nuit-là et il est situé dans un quartier plutôt calme. En général, les braqueurs ne s'acharnent pas comme ça sur leurs victimes. On rencontre rarement de telles blessures dans un braquage à main armée. Le meilleur ami et collègue de Stephen, Wilson Sentil, est l'un des premiers à présenter ses condoléances à la famille. J'ai entendu des gémissements. Je suis entré et là, j'ai vu Wilson dans le salon en train de pleurer. Ma femme l'a consolé, elle l'a pris dans ses bras et elle lui a dit « Pense au sourire de Stephen, je suis sûr qu'il pardonnerait à celui qui lui a fait ça. » Et il s'est mis à pleurer de plus belle. Nous l'avons vu, avant de prendre la fuite, le meurtrier a pris soin d'arracher les fils du magnétoscope afin de soustraire aux policiers les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance du restaurant. Mais d'une manière plus générale, la vidéosurveillance est-elle une arme efficace contre le crime? La question fait débat en Grande-Bretagne, le pays qui compte le plus d'installations au monde. En effet, grâce à près de 5 millions de caméras implantées dans les grandes villes, un Britannique sur 14 est chaque jour filmé, le plus souvent à son insu. Alors, en dehors du coût exorbitant que représente la mise en place et la gestion du dispositif, il semble que les résultats soient mitigés. Car la diminution des délits varie en fonction de la catégorie des crimes. Si les cambriolages, les vols de véhicules, les actes de vandalisme ont chuté de façon spectaculaire dans les quartiers sous vidéosurveillance, les homicides, les crimes sexuels, les agressions violentes ou les délits relatifs à l'usage de drogue ont, eux, augmenté de 106% durant ces 20 dernières années. Ce qui a fait dire à un responsable de Scotland Yard que cette politique anticriminalité s'était soldée par un fiasco. Pour en revenir maintenant à notre affaire, le lendemain du meurtre de Stephen Holmes, un homme qui travaillait en face du restaurant contacte la police pour lui communiquer une information. Cet individu nous a raconté qu'il avait vu un pick-up blanc avec une bande horizontale sortir en trombe du parking du restaurant peu avant l'arrivée de la police. Le témoin indique que la scène s'est produite aux alentours de 23 heures, ce qui correspond plus ou moins à l'heure à laquelle Stephen a été tué. Il nous a donné une description très détaillée. Le véhicule était équipé d'un silencieux. Il y avait des bandes peintes sur le côté. C'était un petit pick-up blanc. On avait une description précise. Pendant 2 jours, les policiers contrôlent des dizaines de véhicules qui correspondent à cette description. Ils cherchent des traces de sang à l'intérieur et vérifient si les conducteurs ont des blessures récentes. C'est alors qu'ils essuient un nouveau revers. Le témoin affirme maintenant qu'il a tout inventé. Il voulait impressionner sa copine. C'est aussi simple que ça. Ce n'était pas très intelligent. Ça nous a fait perdre une semaine de travail. Et c'était très décevant. La famille et les amis de Stephen Holmes commencent à faire leur deuil. De son côté, la police se demande si quelqu'un avait des raisons de vouloir le tuer. À ma connaissance, aucune des personnes qu'il connaissait n'aurait pu lui faire du mal, surtout avec autant d'acharnement.
On avait interrogé la plupart de ses amis, des membres de sa famille et de ses collègues. On n'a pas trouvé une seule personne qui disait du mal de lui. Les blessures de défense montrent que Steven a lutté contre son agresseur jusqu'à la fin. Il avait plus de 24 blessures de défense, si je me souviens bien. Il avait une vingtaine de blessures au niveau du cou et du visage. Il était clair qu'il avait lutté. Ils avaient commencé à se battre dans la cuisine et ensuite, ils s'étaient battus dans le couloir et devant la porte du bureau. Et la bagarre s'est terminée dans le bureau. Il semble que Steven ait tenté d'aller se réfugier dans son bureau. Des traces de coups de couteau ont été retrouvées sur la porte. Il y avait une importante quantité de sang sur cette porte. Il y en avait encore plus par terre, à tel point que la victime pouvait très bien avoir glissé dans son propre sang. Le tueur a laissé des dizaines de traces de pas. Malheureusement, aucune d'entre elles n'est assez nette pour établir une comparaison. Le tueur avait sans doute sous la main des bottes en caoutchouc ou le genre de bottes qu'on utilise pour faire le ménage. Ou alors il les portait lorsqu'il a quitté la scène de crime. Mais il semble que le tueur ait laissé des preuves lorsqu'il a emporté le système de vidéosurveillance. Le suspect était obligé d'enjamber l'homme qu'il venait de tuer. Le magnétoscope était en hauteur, au-dessus du bureau. Donc, à mon avis, il est certainement monté sur le bureau pour pouvoir couper les fils et prendre le magnétoscope. Sous l'étagère, les enquêteurs trouvent une chemise en carton sur laquelle ils découvrent quelque chose. On l'a regardé d'un peu plus près et on a vu qu'il y avait une empreinte ensanglantée. Là, M. Carlyle et moi, on s'est regardé et on s'est dit, on le tient. Le tueur l'a-t-il fait tomber lorsqu'il a volé le système de vidéosurveillance? L'empreinte était de l'autre côté de la chemise, ce qui signifie que quand l'agresseur est parti, il n'a probablement pas vu qu'il laissait cet indice derrière lui. Mais il s'agit d'une empreinte partielle et elle n'est pas nette. Avec le technicien, on ne savait pas trop quoi faire. Je me suis dit que je pouvais l'utiliser à condition qu'elle soit plus nette. Et je lui ai rendu. Cette manipulation n'est pas sans conséquences. Ça impliquait qu'on ne pourrait pas extraire l'ADN du sang sur l'empreinte. La police décide pourtant de prendre ce risque. Les experts vaporisent sur l'empreinte du noir amido, un colorant chimique qui réagit aux protéines contenues dans le sang. Le technicien a travaillé encore un peu dessus, jusqu'à ce qu'on décide qu'on n'obtiendrait pas de meilleurs résultats. Grâce à ce procédé, ils obtiennent une empreinte digitale partielle. Celle-ci est entrée dans la base de données nationale, mais cela ne donne aucun résultat. Je l'ai passé dans le système d'identification des empreintes. Je n'ai trouvé aucune correspondance. Il n'y a pas suffisamment de points de comparaison pour que l'ordinateur effectue la recherche. L'empreinte ne donne rien et il n'y a plus d'ADN à analyser. L'enquête semble dans l'impasse. Dans ce genre de situation, on respire un bon coup et on continue à chercher. Afin de trouver le meurtrier de Steven Holmes, les enquêteurs veulent s'assurer qu'aucun indice ne leur a échappé au restaurant. Le meurtre a eu lieu dans le bureau de Steven, à l'arrière du restaurant, mais ils remarquent des petites gouttes de sang sur le plan de travail près de l'évier dans la cuisine. C'était proche de la scène de crime, mais suffisamment loin pour que ce soit éventuellement le sang du suspect. Les analyses révèlent qu'il ne s'agit pas du sang de la victime. Quelqu'un qui saignait s'était tenu au-dessus de ce plan de travail et le sang avait coulé dessus. Si le sang est bien celui de l'assassin, pourquoi ne l'a-t-il pas nettoyé avant de partir? Ces gouttes de sang, que l'on appelle traces passives, ont été laissées par quelqu'un qui était immobile au-dessus du plan de travail. Peut-être parce que le tueur s'est lavé les mains dans l'évier. Lorsqu'il y a lutte avec une arme blanche, il arrive souvent que le couteau glisse de la main de l'agresseur et qu'il se coupe. L'analyse des traces de sang sur une scène de crime est révélatrice du mode opératoire de l'assassin. Elle peut également donner de précieuses informations sur le meurtrier lui-même. Car dans le cas d'une attaque à l'arme blanche, il
il n'est pas rare que l'agresseur se blesse et mêle son sang à celui de la victime. En dehors d'une analyse biologique, les experts sont alors capables de différencier l'origine des taches. Celles laissées par l'agressé se présenteront sous forme de projections et d'éclaboussures, tandis que celles laissées par le meurtrier apparaîtront le plus souvent sous la forme de petites taches rondes tombées à la verticale sur le sol. Dans l'affaire qui nous intéresse, ces taches permettront-elles de faire progresser l'enquête? Il est possible d'extraire un profil ADN de ces gouttes de sang. Mais comment exploiter cet indice? Puisqu'il n'y a pas eu effraction, l'assassin peut très bien être un employé. La police demande alors aux employés du restaurant de fournir un échantillon d'ADN, ainsi qu'un relevé de leurs empreintes. Ils vérifient également si l'un d'entre eux a des blessures sur les mains. Ils ont décidé d'appeler tous les employés et de relever leurs empreintes. Au moins après ça, ils pouvaient les éliminer de la liste des suspects. Si quelqu'un avait refusé, ça aurait mis la puce à l'oreille des enquêteurs. La police voit tous les employés, mais aucun d'entre eux ne semble avoir de blessures sur les mains. En voyant ça, les enquêteurs se sont dit que le tueur n'était sûrement pas un des employés. On devait le faire pour faire avancer l'enquête. Cela dit, je ne m'attendais pas à ce que ça donne quelque chose. Ils prennent tout de même soin de prendre les empreintes de tous les employés. Normalement, on fait ça sur la partie plate du doigt. Mais l'empreinte que j'avais était plutôt sur le côté. Du coup, pour être sûr d'avoir la bonne zone, j'ai dû faire tourner chaque doigt des employés sur la feuille. Et là, surprise. L'empreinte trouvée sur la chemise en carton correspond à celle de l'un des employés. Un homme que ni les enquêteurs ni la famille de Steven n'auraient jamais soupçonné. Il s'agit de Wilson Sentil, l'agent d'entretien du restaurant et meilleur ami de Steven. La famille de Steven n'en revient pas. Les deux hommes travaillaient souvent tard le soir ensemble. Steven emmenait des CD que Wilson appréciait. Il les mettait et on les entendait dans tout le restaurant. Ils écoutaient cette musique tout en travaillant. Wilson Sentil a assisté aux cérémonies en mémoire du défunt. Il a serré dans ses bras la famille et il a pleuré quand il le fallait. Pas de problème entre eux. Nous n'avions aucune raison évidente de le suspecter. Les enquêteurs continuent sur cette piste et comparent l'ADN de Sentil à celui retrouvé sur le robinet et le plan de travail de la cuisine. Les 6 profils ADN masculins retrouvés sur la scène de crime correspondaient à celui du suspect. L'Haïtien de 51 ans est arrêté pour meurtre. Quelque chose à déclarer? Je ne suis pas leur homme. Ils se sont trompés? Oui. C'est pas vous? Non. Vous savez quelque chose? C'était mon meilleur ami. Le sang de Sentil et ses empreintes sont sur la scène de crime, mais ce n'est peut-être pas lui le coupable. Son sang pouvait très bien être dans l'évier pour une autre raison. La défense tenait la route. Il était agent d'entretien et commis de cuisine. Les gens se coupent tout le temps. Et rien ne prouve qu'il ait laissé son empreinte dans le sang de Steven. Il pouvait très bien l'avoir laissé avant. Vous avez trouvé une empreinte ensanglantée de mon client Wilson Sentil dans le restaurant. Et alors? Wilson Sentil, le principal suspect, travaillait dans les cuisines du restaurant le jour du meurtre. Il a donc pu manipuler toutes sortes de couteaux et se blesser. En conséquence, les taches de son sang retrouvées dans l'évier et sur le plan de travail ne constituent pas, aux yeux du procureur, une preuve médico-légale suffisante pour l'inculper. Dans l'attente de trouver d'autres indices plus convaincants, les enquêteurs explorent la piste des motivations. Pour quelle raison Sentil aurait-il tué, et avec une telle sauvagerie, un homme dont il se prétendait l'ami? Par ailleurs, l'affliction réelle ou feinte qu'il a manifestée peu après le drame laisse penser qu'il n'est pas impliqué dans la mort de Stephen Holmes. Les gens décrivaient Wilson comme un homme travailleur, un bon mari et un bon père de famille.
Mais en fouillant son passé, la police fait une découverte. Pourquoi votre empreinte était sur la scène de crime? Ce n'est pas la mienne. Je n'ai pas de sang sur les mains. Il était votre ami? C'était mon meilleur ami. Wilson Sentil continue de nier toute implication dans le meurtre. Ce père de 3 enfants s'investit beaucoup dans la vie de sa paroisse et est très apprécié de ses collègues. Il considère même la victime comme son meilleur ami. Mais les recherches sur son passé révèlent qu'il a un casier judiciaire. 20 ans plus tôt, Sentil a purgé une peine de 4 ans de prison pour coups et blessures et dissimulation d'armes. Et même en cumulant 3 emplois, il a du mal à s'en sortir. D'après ce que j'ai compris, il payait une pension alimentaire pour 2 enfants différents. Ça lui coûtait environ 700 ou 800 $ par mois. Ça fait une sacrée somme. Les preuves médico-légales semblent accuser Wilson Sentil. Mais la police se demande ce que sont devenus les 8 000 $ qui ont disparu du coffre-fort de l'établissement. Les enquêteurs découvrent alors que Sentil est allé dans un magasin de meubles le lendemain du meurtre. Le magasin est équipé de caméras de surveillance. Sur les vidéos, on voit Sentil qui s'acquitte d'une dette de 1 200 $ en liquide et avec des billets de 100 $. Or, le coffre-fort contenait principalement des billets de 100 $, puisque le soir du meurtre, des chèques cadeaux de cette somme étaient en vente au restaurant. On savait que des billets de 100 $ avaient été volés. Et comme par hasard, il paye sa dette au magasin de meubles juste après le meurtre. C'est bizarre quand même. Sans compter que les enquêteurs font le lien entre les empreintes retrouvées dans le bureau de Steven et les gouttes de sang près de l'évier. Il y avait des traces de pieds qui allaient vers le bureau et des traces de chaussures qui allaient du bureau vers la cuisine. Tout devenait clair. L'accusation pense que Wilson Sentil avait de sérieux problèmes d'argent et que pour lui, cambrioler le restaurant où il travaillait était la seule solution. Comme il s'occupe de l'entretien, il passe au restaurant en dehors des heures d'ouverture. Il sait que la caisse est dans le coffre-fort. Il fait peut-être du bruit dans la cuisine et Steven sort de son bureau pour vérifier qui est là. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est alors qu'il se jette sur lui avec un couteau. Steven court vers son bureau et tente de fermer la porte, mais Sentil parvient à s'y introduire. Steven reçoit une 40aine de coups de couteau et meurt dans son bureau. Sentil se lave les mains et nettoie le couteau. Il a sûrement le nez qui saigne à cause de la bagarre et son sang coule sur le plan de travail et le robinet. Il prend alors les 8 000 $ qui se trouvent dans le coffre-fort. Comme il sait que la caméra de surveillance a filmé l'agression, il sectionne les fils et emporte le magnétoscope. Ce faisant, il laisse une empreinte partielle sur une chemise qui tombe par terre à l'envers. Il quitte le restaurant avec l'arme du crime, le magnétoscope et ses vêtements tachés de sang. Le procureur pense qu'il est revenu plus tard pour nettoyer. Mais son plan tombe à l'eau lorsqu'il aperçoit le dératiseur qui vient à l'improviste. Personne ne savait qu'il viendrait cette nuit-là, à part Steven. C'était une vraie bénédiction. Steven était le seul à savoir que ce type viendrait. Et heureusement qu'il est passé cette nuit-là, parce que ça a réduit le laps de temps entre le meurtre et le début de l'enquête. La scène de crime a été préservée et Wilson Sentil n'a pas pu revenir pour tout nettoyer. Lorsque les parents de Steven apprennent que Wilson Sentil est le meurtrier de leur fils, ils sont extrêmement choqués. Ils sont également en colère, car quelques heures après la mort de Steven, Sentil est venu leur présenter ses condoléances.
On a écouté tous ces mensonges. Il est venu chez nous. Je n'arrive pas à y croire. Quand on a su que c'était lui, ça nous a fait bizarre. Il a quand même eu le culot de venir chez nous, dans notre maison. J'ai encore du mal avec ça. Wilson Sentil est jugé et reconnu coupable d'assassinat. Il est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il aurait pu être condamné à la peine capitale, mais la famille de Steven s'y est opposée. Je suis contre la peine de mort. Ma foi me l'interdit et c'est aussi ma conviction personnelle. Donc j'ai préféré oublier ça et me dire que de toute façon, ce sera une plus grande souffrance pour lui d'être en prison, au lieu de juste mourir comme ça. Sentil a laissé des preuves derrière lui. Il aurait pu justifier la présence de certaines d'entre elles, mais pas toutes. La police scientifique a fait un travail incroyable. C'est grâce à elle que l'affaire a été résolue. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en la police et je suis vraiment contente que de tels progrès aient été faits. J'espère que ça continuera. Ce sont les sciences médico-légales qui ont permis de résoudre cette affaire. C'est grâce à elles qu'on a pu mettre Wilson Sentil derrière les barreaux. Sans ça, il serait libre aujourd'hui. Dans le but de voler quelques milliers de dollars pour rembourser ses dettes et s'acquitter de ses pensions alimentaires, Wilson Sentil n'a pas hésité à tuer avec une violence extraordinaire celui qu'il considérait comme son meilleur ami. Il l'a poignardé à 40 reprises. Il l'a poursuivi dans les recoins de la cuisine pour l'achever sans la moindre pitié. En dehors de traduire une détermination barbare, cette attitude nous semble incompréhensible. Pourquoi Sentil ne s'est-il pas entretenu de ses difficultés avec Stephen Holmes, qui aurait pu l'aider? Pourquoi n'a-t-il pas renoncé à son projet de cambriolage lorsqu'il s'est aperçu que son ami se trouvait encore à l'intérieur du restaurant? Pourquoi a-t-il sacrifié sa vie et sa propre liberté? Pourquoi est-il allé jusqu'au bout de l'horreur? Nous n'obtiendrons jamais de réponse à ces questions. Mais dans la cellule où il croupit désormais pour le restant de ses jours, Sentil réussira-t-il à trouver l'explication qui pourrait lui apporter un semblant de paix? C'est sur ce questionnement que s'achève cette émission. Merci d'avoir suivi à mes côtés. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.